Bonjour à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de nous retrouver pour une émission exceptionnelle. Nous ne sommes pas dans notre cadre habituel, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Comme vous pouvez le constater, nous sommes au cœur du foyer du Théâtre Antoine à Paris. Pour cette émission, nous allons aborder un thème capital, essentiel. Une question à laquelle le raisonnement doit nous entraîner tout au long de notre vie. Le pardon. Pouvons-nous tout pardonner, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions? Pour discuter autour de ce thème, j'ai le privilège aujourd'hui de recevoir Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, merci beaucoup d'être là aujourd'hui à nos côtés. Nous sommes, nous, aujourd'hui, finalement, à vos côtés, au sein du Théâtre Antoine, puisque vous êtes l'interprète, seul sur scène, de ce fameux livre, Les Fleurs de Soleil, de Simon Wiesenthal, mis en scène par Steve Suissa, où la question, justement, du pardon est en évidence. Dans le livre de Wiesenthal, à la différence de beaucoup de livres sur cette période, on n'insiste pas tant finalement sur l'atrocité des événements vécus, mais plutôt sur une question morale. Est-ce que nous pouvons tout pardonner? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que Simon Wiesenthal en arrive à se poser cette question en plein cœur de l'année 42? Il se trouve au chevet d'un jeune SS mourant qui a commis une des horreurs de la Shoah par balle. Et ce gamin de 21 ans réalise ce qu'il a fait, l'abomination de ce qu'il a commis, et il l'accepte, il la raconte par le menu, et il confesse le mal qu'il a fait, qui l'obsède, qu'il regrette, et il demande son pardon. Voilà. Alors, du coup, ça pose la question, non pas du pardon, de tout pardonner à tout le monde dans toutes circonstances, mais celui-là. Voilà. Est-ce que celui-là, qui reconnaît sa faute, qui supplie, qui accepte, qui est prêt à souffrir aussi longtemps qu'il le faudrait, est-ce que celui-là mérite le pardon? Parce que, bien sûr que les crapules qui ne regrettent pas ce qu'ils ont fait et qui referaient la même chose dès qu'ils en auraient l'occasion, bien sûr que, d'abord, ils ne demandent pas le pardon, ou alors c'est de la manipulation, mais bien sûr qu'ils ne méritent pas le pardon. Mais celui-là, là, on est face à... est-ce qu'il y a encore un juste à Sodome et Gomorrhe? On en est là, on dit celui-là, pas les autres, celui-là qui demande le pardon et qui reconnaît, est-ce qu'il le mérite? Donc on ne parle pas ici d'un pardon collectif, mais d'un pardon pour un individu, oui. D'autant plus que dans son témoignage ou dans sa demande de pardon, il prend le temps d'abord de se présenter comme étant un enfant d'une bonne famille, avec une éducation religieuse, donc avec des valeurs. Et il dit « Je ne suis pas né assassin ». On m'a transformé, je suis devenu assassin. Je suis devenu assassin, il ne met pas la faute sur les autres. Hein. Il se met dans la position de quelqu'un qui reconnaît, il dit « je suis rentré dans la SS comme volontaire ». Voilà, son père ne lui a plus parlé quand il est parlé, c'est vraiment une décision à lui qu'il assume, dans laquelle il reconnaît pleinement sa faute, il ne cherche pas à excuser ses actions, il dit « c'est de ma faute, j'ai fait, j'ai obéi aux ordres, mais je l'ai fait, je l'assume complètement, c'est une horreur, j'aurais jamais dû, je vous demande, je vais mourir, je vous demande votre pardon ». C'est pour ça que Wiesenthal se pose le problème. Parce que, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Et si on ne fait pas de différence entre celui-là et les autres qui sont des vrais crapules, alors on met tout le monde dans le même sac? Voilà la problématique de Wiesenthal et qu'on peut tous se poser. Voilà. Wiesenthal dit à son ami lors d'une discussion après la guerre qu'il est croyant, qu'il croit en Dieu. Alors ça nous renvoie effectivement à la notion et à l'approche juive du pardon. Dans la tradition juive, le jour le plus important du calendrier hébraïque est le jour de Kippour, le jour du grand pardon. Et nos maîtres nous expliquent qu'il y a deux dimensions dans le pardon. Il y a le pardon vis-à-vis de notre Créateur, c'est-à-dire que j'ai des devoirs religieux, que peut-être je ne respecte pas à la lettre. Si je me suis un peu égaré dans mon identité juive, alors je me tourne vers mon Créateur pour lui demander pardon. Ce pardon, dit le Talmud, est relativement facile à recevoir, parce que Dieu est plein de miséricorde. Mais il y a un deuxième pardon,
Le Talmud affirme que lorsque l'on commet une faute vis-à-vis de son prochain, ce n'est pas Dieu qui doit expier la faute. Ce n'est pas Dieu qui doit accorder son pardon. Je dois faire l'effort d'aller confesser, d'aller demander pardon à celui qui a été offensé. Oui. Et c'est uniquement lui qui peut m'accorder son pardon. Et là, dans cette histoire, Oui. ce jeune SS, 21 ans, Karl, il ne peut pas aller s'adresser à tous ceux, et notamment à cette histoire terrible où il a été obligé de fusiller ce père qui s'est jeté de la fenêtre avec son enfant dans les bras. Il ne peut plus leur demander pardon. Comment est-ce qu'il peut vraiment espérer recevoir un pardon? Alors, moi j'ai réfléchi un petit peu à ça. Il n'y a que l'offensé qui peut accorder son pardon. Ok, mais il y a des victimes collatérales. Je veux dire, un enfant qui est tué, c'est lui la victime. Mais est-ce que les parents ne sont pas victimes aussi? Et donc les parents sont victimes collatérales. Donc on ne peut pas leur retirer le droit, ou la possibilité en tout cas, dans certains cas, de pardonner. Parce que c'est un peu spécieux d'aller dire il n'y a que la victime. Oui, du coup, il y a des crimes impardonnables pour la victime. Ok, les victimes collatérales, est-ce qu'elles ont voix au chapitre pour dire, moi, en tant que parent de la victime, je vous pardonne ou je ne vous pardonne pas? Il me semble que oui. Et se pose nécessairement la question de la sincérité aussi de ce jeune SS. Parce que lorsque la demande de pardon vient de soi-même, parce que j'ai mon propre raisonnement qui m'y amène, mais là, celui-là, il est en fait aux portes de la mort. Oui. Est-ce qu'il aurait eu la même démarche s'il était en bonne santé? Est-ce qu'il aurait continué à ses exactions s'il était encore au sein de la SS? On ne peut pas le savoir. Non, on ne peut pas le savoir. Néanmoins, on peut lui mettre un petit peu de crédit par rapport à d'autres qui vont mourir sans se poser la question du tout, en pensant même qu'ils ont fait leur devoir et que c'est très bien. Donc on est bien obligé de faire une petite différence, encore une fois, entre lui et les autres. Alors, bien sûr, on ne sait pas. Donc la question se pose, effectivement, qu'est-ce qu'il aurait fait? J'en sais rien. Alors maintenant, le pardon. Pour celui qui demande le pardon, pourquoi il demande le pardon? Okay, pour lui, pour son confort moral, parce qu'il a peur de l'avenir. Alors maintenant, pour celui à qui on demande le pardon, pourquoi il donne le pardon? Okay, pour faire du bien ou pour se faire du bien? Et pour celui qui pardonne, de son point de vue personnel, c'est ce que dit Simone Veil, elle dit, est-ce que dans une situation où des gens ont voulu vous retirer votre humanité, est-ce que c'est pas une lutte, un combat de dire « je pardonne, je suis encore un humain, je suis encore capable de pardonner ». Est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part de Wiesenthal, dans cette question finalement lancinante, il n'abandonnera jamais cette question. Ouais. Est-ce qu'il aurait dû pardonner? Est-ce qu'il n'aurait pas dû pardonner? On voit tout de même qu'il y a une grande générosité dans le comportement de Wiesenthal, parce que si il ressentait de la vengeance ou de la haine, il aurait pu répondre à ce nazi « Non, je ne te pardonne pas ». Mais il ne le fait pas. Ben, il dit à la fin, oui, le silence est un bouclier bien commode. Il dit, en gros, ce qui le perturbe après, c'est d'être sorti du jeu, d'avoir dit, ben, je ne réponds pas, ni l'un ni l'autre, je ne réponds pas à cette question. C'est pratique. Il ne répond pas à la maman qui demande, qui voudrait garder la mémoire de son fils intacte. Et les gens se taisent quand ils voient des femmes et des enfants envoyés à l'abattoir. Le silence est un bouclier bien commode. Donc lui, il s'en veut non pas de ne pas avoir pardonné, mais probablement aussi de ne pas avoir pris une décision. Comme c'est un homme bon et intelligent, la question reste entière. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'est ça qui l'obsède. Peut-être qu'une réponse, quelle qu'elle soit, oui ou non, aurait finalement arrêté son raisonnement, sa réflexion sur le sujet. Au moins, il aurait pu dormir tranquille. On voit dans son livre qu'il n'endort plus, finalement, alors qu'il pensait que le temps, que ça allait transformer ça dans son passé. Il n'endort pas. Donc peut-être que s'il avait donné une réponse, oui ou non, peut-être qu'il aurait pu tourner la page définitivement. Peut-être, il aurait pu... S'il avait eu une réponse claire et nette et définitive, c'est sûr que... Enfin, probablement, il n'y aurait pas eu de doute. Mais justement, c'est que cette question, elle est immense. Voilà. Au début de ce spectacle, on avait juste mis le texte du récit de Wiesenthal sans les lettres. Et
les gens disaient je pardonne pas. Bon, voilà, ça s'arrêtait là. Et vraiment, c'est en lisant les lettres et les commentaires qu'on voit la richesse de la question. Voilà. Parce que vraiment, voilà, quelles circonstances, qui est en droit de pardonner, pourquoi on pardonne, pourquoi on est pardonné, pourquoi on demande le pardon. En fait, toutes ces questions sont vraiment très très riches. Et voilà, moi je me suis fait ma petite philosophie, mais à la lecture des commentaires. Mais bon, voilà, ma philosophie, c'est après la justice. Voilà. Après la justice, s'il y a repentir et demande de pardon, peut-être. Mais pas sans la justice. Ah non, pas possible. Est-ce que le pardon crée un lien entre l'offenseur et l'offensé? Est-ce que lorsqu'un individu accorde son pardon, est-ce que quelque part, vous savez, en hébreu, kippour, kapara, c'est un recouvrement. C'est pas véritablement le pardon de la selicha. La selicha, c'est je me détache. La kapara, c'est que je recouvre l'événement. Il est toujours présent, mais est-ce que ça ne maintient pas un lien, finalement, entre les deux individus? C'est sûr que ça maintient un lien. Nelson Mandela, quand il a fait Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, il accordait non seulement des remises de peine, mais il instaurait une relation entre les victimes ou les parents de victimes et les bourreaux de l'apartheid. Voilà. Donc il y avait des policiers qui avaient tué, torturé des enfants et qui confessaient leurs crimes devant les mamans. Et qui disaient, disait à la maman, je m'occuperai de vous jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'on fait un lien plus fort que ça. Voilà. J'étais interpellé par le raisonnement suivant. Après la guerre, il y a eu souvent une demande ou une recherche de pardon imposée, qui venait d'en haut. Comme si il fallait, pour avancer, que la société, dans son ensemble, dans sa globalité, pardonne, pour que l'on puisse se reconstruire. Un pardon qui, finalement, n'était pas demandé à chaque individu, de manière globale, mais qui était imposé, comme si c'était maintenant la loi, il faut pardonner. Est-ce qu'on peut imposer un pardon ? Oh non, la loi, elle reste dans les limites de la loi, c'est-à-dire la société dit l'amnistie. Voilà. On ne parle plus des fautes, on ne sera plus poursuivi pour des fautes. Stop. Le pardon, c'est individuel, donc là, on est dans autre chose. Voilà, on met à zéro, on ne poursuivra plus. Si on ne peut plus vivre, sinon, c'est comme ça. Alors combien de temps il faut poursuivre ? Et il y a un moment, il faut dire stop. La discussion, la relation entre Wiesenthal et le SS, dans la fameuse pièce, la chambre d'hôpital en quelque sorte, elle est longue mais très rapide en même temps parce qu'on voit qu'il pense à beaucoup de choses en parallèle, il revit beaucoup d'événements. Karl, le SS, ne veut pas le laisser partir, il lui attrape la main de manière très forte, il ressent sa sensibilité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité, là du coup de la part de Wiesenthal, de le laisser, parce qu'il ne veut pas quitter la pièce trop rapidement, il veut l'entendre jusqu'au bout, comme s'il attendait justement une prise de conscience complète de la part de l'offenseur à ce moment-là. Non, je crois que Wiesenthal, il est sûr que l'autre, il va sortir les excuses habituelles des crapules. C'est pas de ma faute, on m'a forcé, je savais pas, voilà, je suis pas le seul d'abord, voilà. Et je pense qu'il s'attend à ça et c'est la dernière chose à laquelle il pense, que quelqu'un ose lui demander son pardon pour quelque chose. Il manque de partir plusieurs fois. Il dit mais je connais, qu'est-ce qu'il va me dire de plus ? Il y a une horreur que je connaîtrais pas. Laisse tomber. J'ai tout entendu, j'ai tout vu. Et donc, ce qu'il n'avait pas vu, justement, c'est que celui-là, il va aller jusqu'au bout de la reconnaissance de sa faute et lui demander pardon. C'est ça qui le scotche et c'est ça qui le... Parce que sinon, le mec il dit « Oh là, mais c'est pas de ma faute, on était plein. » C'est pas audible par une victime, ou par personne. 2 ans après la guerre, Wiesenthal va à la rencontre de la maman de Karl. Cette rencontre est absolument incroyable, parce que s'il ressentait de l'animosité, il aurait pu
se défouler finalement, Ouais. se venger d'une manière ou d'une Ouais. autre contre cette pauvre femme, en lui disant voilà ce qu'est ton fils, Ouais. voilà ce qu'il a fait, voilà ses exactions, exactement dans les détails. Ouais. Mais justement, il est plein de pitié, ce Simon. Ouais. Il est plein de pitié, plein de miséricorde, et il ne veut pas lui gâcher finalement ses derniers jours Ouais. en revenant sur le comportement de son fils. Ouais, et encore une fois, il ne dit rien, et là, c'est un silence de compassion. Voilà. Le premier, c'est un peu un silence ou de vengeance ou de lâcheté, ou d'ignorance, parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Avec la mère, c'est un silence de compassion. Encore une fois, c'est oui, la plupart des Allemands, mais elle, cette personne unique, voilà, qui a de la compassion pour les autres, qui pense au bonheur de sa famille, qui n'a rien fait de mal à personne, qui, voilà. Est-ce qu'elle a besoin de savoir ce que son fils a fait? Alors que, a priori, son fils, il n'aurait jamais dû faire ça. Je veux dire, ils étaient bien élevés, père opposant au nazisme. Jamais il aurait dû faire ça. Ben, il l'a fait. Est-ce qu'elle mérite de le savoir? Ce SS était complètement caché par des bandages. Ouais. Il est complètement désincarné. Finalement, peut-être qu'à travers cette histoire, eh bien, on ne reste pas simplement sur la question posée par Karl à Simon, mais que puisqu'il est désincarné, eh bien, ça représente finalement l'ensemble des SS, l'ensemble des nazis, face à Simon, qui est considéré justement par Karl comme étant le représentant des Juifs à ce moment-là. C'est ce que pense Wiesenthal jusqu'à la fin, jusqu'à ce que lui nous demande son pardon. C'est un SS. Jusqu'à ce que petit à petit, il réalise que le type confesse des fautes, machin. Mais c'est pour ça qu'il veut s'en aller tout au long. Il dit je connais, laisse tomber, allez, m'intéresse pas. Bien sûr, voilà. C'est pour ça que quelqu'un lui dit si vous aviez pu voir son regard implorant, peut-être que vous auriez changé d'avis. Et là, oui, il est abstrait, parce qu'on ne voit pas son visage. Et il aurait été sans doute plus convaincant avec les yeux comme fenêtre sur l'âme. Voilà, ouais. Ce qui est peut-être encore plus puissant, c'est que la culpabilité ici est évidente. Il la reconnaît lui-même. Ouais. Donc s'il pourrait être considéré comme juste, ce n'est pas par rapport à son comportement antérieur, puisqu'il est coupable. Il est coupable, ouais. Mais plutôt par rapport à la démarche qu'il a maintenant Exactement. de demander ce pardon. Voilà le problème qui est terrible, qu'on peut... Voilà, à nos âges, personne ne l'a vécu, on l'a entendu, on l'a lu, on le sait, c'est facile de s'imaginer. Dans quelles circonstances on peut accorder son pardon? Voilà. À qui, dans quelles circonstances? Pardon de parents, pas de la victime, mais de parents qui ont souffert de ça. Ça fait réfléchir. Voilà. Dimanche 4 octobre a été inauguré le mémorial de la Shoah de Cherbourg. Nous allons vous proposer un reportage sur cet événement pour que nous puissions ensuite discuter de la puissance de ce mémorial et son implication pour les générations à venir. Cherbourg. En ce dimanche d'octobre va se dérouler une journée dédiée à l'inauguration d'un mémorial. Une journée exceptionnelle pour rendre hommage aux 99 habitants juifs de la Manche déportés à Auschwitz, ainsi qu'aux 36 justes qui ont bravé les dangers pour sauver les autres. C'est grâce au travail d'un enseignant d'histoire, Olivier Jouot, que depuis 2011, chaque année, ses élèves ont travaillé et se sont rendus dans des lieux de mémoire. Du musée d'Anne Frank à Amsterdam, à Yad Vashem en Israël. Et pendant 9 ans, ils ont travaillé avec passion pour identifier ces victimes et permettre de leur rendre hommage aujourd'hui. En fait, le point de départ, c'était l'intention de se rendre sur les camps d'Auschwitz-Birkenau avec des collégiens, des 4e et des 3e. Donc, ce qui est un âge assez jeune pour être confronté quand même à cette expérience. Et l'idée, c'était que chaque jeune soit investi du destin d'un déporté manchois, donc du département de la Manche. Il a fallu pour cela qu'il fasse un travail de recherche, un véritable travail historique, à partir d'archives qui sont toujours d'ailleurs conservées aux archives, dans les services d'archives publics, comme les archives départementales de la Manche par exemple, ou le DAVCC, qui est la division des archives des victimes des conflits contemporains, qui se trouve à Caen, augmentée d'archives familiales. Du coup, on a pu confronter dès le départ l'histoire et la mémoire. Vous pouvez nous expliquer l'évolution de ce travail au fur et à mesure des années ?
Alors on a commencé dans l'année scolaire 2011-2012, donc voilà, ça remonte à 9 ans, avec des élèves de la section Euro, section européenne. Et donc, dans un premier temps, les élèves se sont déplacés, se sont rendus aux archives départementales de la Manche à Saint-Lô, par exemple. Et puis on a mis aussi à leur disposition des archives qu'on avait copiées sur d'autres services. Ensuite, il y a eu un travail d'écriture, de validation. Donc, les enseignants ont fait le travail aussi de leur côté pour essayer d'aider les élèves dans ce travail de recherche historique. Et puis ensuite est devenu le temps du déplacement sur Auschwitz, qui a été donc un moment intense, puisque là les élèves étaient vraiment investis d'une personne, d'un parcours, et ils étaient porteurs d'une histoire très, très incarnée. C'était vraiment notre souhait. Au retour, ils ont fait une conférence, ils ont rendu compte de leurs impressions du voyage, mais aussi ils ont fait un apport historique. Ils ont aussi rencontré des survivants. Et par la suite, avec d'autres élèves, on a prolongé le travail, on a découvert d'autres personnes qui avaient été déportées. Donc on a étendu le travail, on l'a approfondi. Des élèves sont retournés à Auschwitz, ont rencontré de nouveaux témoins. Et l'année suivante, un groupe est allé à Jérusalem, à Yad Vashem. Et on a plus orienté notre recherche à ce moment-là sur les Juifs parmi les nations, qui est une autre approche, mais bien sûr de la Shoah. Et quelles sont les réactions des élèves au fur et à mesure? Comment ça se passe pour eux de passer d'un livre d'histoire au terrain à proprement dit? Des changements, de l'émotion, bien sûr. Puis des élèves qui sont capables ensuite d'être porteurs de cette histoire, qui deviennent des médiateurs, qui en parlent autour d'eux. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, 19 anciens élèves, puisque maintenant ils ont 22-23 ans, viennent pour la cérémonie et vont lire les noms de 99 Manchois assassinés dans le cadre de la Shoah. Pensez-vous que ce travail qui permet d'humaniser cette période de l'histoire doit être généralisé à travers toutes les écoles de France? On peut tous, je pense, s'emparer localement. C'est aussi la loi de la proximité. Hein. On peut s'emparer localement d'histoires tragiques liées à la Shoah, parce que malheureusement, aucun département de la France n'a échappé à ce passé dramatique. Qui a décidé la création de ce mémorial? Alors le mémorial, on l'a imaginé dès 2011-2012 sous forme de papier. En fait, c'est un mémorial de papier. J'étais très inspiré par le travail de Serge Klarsfeld. Et tout à fait récemment, enfin il y a 2 ans, le département de la Manche, en la personne de son président, m'a proposé de passer du papier au marbre. Donc ça a été vraiment un travail très collaboratif. Et puis plus récemment, donc le département qui s'est totalement investi dans la préparation de ce mémorial. Et c'est l'aboutissement d'un cycle d'années de travail par ces élèves qui sont maintenant d'anciens élèves et qui correspond malheureusement à une montée très très forte de l'antisémitisme, donc ça a encore plus de raison d'être. Oui, le rapport effectivement à l'actualité a toujours été sous-jacent, c'est certain. Mais effectivement, je pense que les élèves sont vraiment marqués et porteurs d'un message républicain. C'était notre intention de départ, au-delà de l'apport de la connaissance historique. Je préfère parler d'histoire que de mémoire dans ce domaine. Merci pour votre travail en tout cas. Merci beaucoup. Je pars à la rencontre d'Yves Le Couturier, historien, spécialiste de l'histoire des Juifs de Normandie. Il a contribué au travail de recherche mené par Olivier Jouot et ses élèves sur la communauté juive de la région. Alors en Normandie, on estime, parce que ce sont que des estimations, le nombre de juifs à environ 4500 à 5000. Et dans la Manche, c'était vraiment très minoritaire, c'est autour de 150-200, autant qu'on peut se fier. La plus grosse partie de la population juive étant aux 3/4 sur Rouen et un peu Le Havre. Pourquoi, selon vous, les Juifs d'Europe de l'Est se rendaient à Cherbourg? Alors c'est un lieu de passage quasiment obligé pour eux, puisque les transatlantiques qui partaient de Southampton en Grande-Bretagne venaient faire escale à Cherbourg, et de là, dans la mesure où ils avaient leur visa d'immigration, ils pouvaient embarquer vers l'Amérique. Sauf que quelques-uns n'obtenant pas leur visa d'immigration
se sont implantés ici dans l'arrondissement de Cherbourg, puisque je vous disais tout à l'heure qu'il y avait à peu près entre 150 et 200 juifs dans la Manche. Les 2 tiers étaient dans l'arrondissement de Cherbourg. Quelle a été l'attitude des préfets de la région face aux lois de Vichy? Les préfets de la région qui ont été nommés par Vichy, puisque à partir de l'été 40 et surtout l'automne 40, tous les préfets et sous-préfets sont remplacés et donc ils obéissent au gouvernement de Vichy et ils appliquent le statut des Juifs en faisant recenser les Juifs et ensuite à partir de 42, quand il y a les arrestations, ils procèdent à un certain nombre d'arrestations, mais également les autorités allemandes. C'est le cas par exemple de la famille Bobulesco à Granville, où c'est une traction de la Gestapo qui vient chercher les 4 membres de la famille. Et combien de Juifs ont été déportés? Alors, mes travaux, mais qui ont été largement complétés par ceux d'Olivier Jouot, ont permis d'identifier près de 100 Juifs déportés dans la Manche. On en est au nombre de 99. Moi, j'en avais beaucoup moins que ça, mais les travaux d'Olivier Jouot ont permis d'en découvrir un peu plus. Peut-être qu'il y en a encore d'autres qu'on ne connaît pas, parce qu'il y en a qui ont été effectivement arrêtés dans la Manche, mais il y en a d'autres qui étaient partis, comme par exemple la famille Katz qui était partie à Bordeaux. Il y en a un certain nombre comme ça qui ont été arrêtés dans un autre endroit de la France. 36 justes ont été dans la région. Qu'ont-ils fait pour sauver des Juifs? Leur profil, c'est un peu monsieur tout le monde. Hein. C'est des gens qui, par simple humanité, vont accueillir des enfants juifs et vont les protéger. Il y a une histoire qui était racontée d'un paysan qui avait recueilli comme ça un petit juif et il était en train de récolter ses pommes de terre et puis il parlait de religion. Et puis finalement, le vieux paysan de la Manche, avec son bon sens, lui a dit à l'enfant, peut-être bien que c'est le même bon Dieu, peut-être bien que c'est le même bon Dieu. Comme quoi, les gens ne savaient pas trop ce qu'était un juif, même pas du tout, mais ils voyaient un enfant en péril et ils l'accueillaient volontiers. Alors tous n'ont pas été reconnus comme justes, puisque par exemple, autour de Savigny-le-Vieux, dans le sud-Manche, c'est près d'une centaine d'enfants qui ont été répartis dans des fermes de la Mayenne, de l'Orne et de la Manche, et qui ainsi ont pu être protégés. Après-guerre, peu de Juifs de la région ont survécu à la déportation. Combien sont-ils revenus? Il y en a quelques-uns qui sont revenus, heureusement. Notamment, je dirais, il y en avait qui avaient épousé une Arienne, comme disait la législation. Et ces Juifs-là ont été déportés à Aurigny, ici à côté. Et la plupart sont revenus vivants. Alors aujourd'hui, la population juive qui est là, ce sont essentiellement ceux qui sont revenus d'Afrique du Nord après la décolonisation. Et par exemple, la synagogue de Caen, ce sont presque tous des séfarades qui dominent. Alors, il n'y a pas de synagogue dans la Manche. Il y en a une entre 1920 et 1929, une synagogue provisoire qui avait été implantée dans l'hôtel Atlantique et qui accueillait les Juifs qui souhaitaient venir faire leur prière. Et puis à partir du moment où les migrations ont diminué au début des années 30, la synagogue a été fermée. Alors il y a quelques familles juives qui viennent à Caen, à la synagogue, mais sinon je pense qu'il y a très peu de familles juives maintenant dans la Manche. Aujourd'hui, l'inauguration du mémorial symbolise quoi pour vous? Alors c'est l'aboutissement d'un gros travail de mémoire qui a été effectué par Olivier Jouot, auquel je suis content d'avoir modestement contribué, mais qui va permettre de rappeler pour les générations futures et actuelles ce qu'a été le génocide des Juifs en France à partir de 1940, avec la contribution large du gouvernement de Vichy. Ça correspond à ce que disait Klarsfeld, qui a eu un quart de Juifs déportés et morts à cause de Français. Serge Klarsfeld a mis au jour, il y a quelques années, une dizaine d'années, le statut des Juifs dactylographié et annoté de la main même du maréchal Pétain. Donc ça montre la grande responsabilité du maréchal Pétain dans cette démarche d'éliminer les Juifs de la société française. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage et merci pour votre travail.
et parce que l'histoire doit s'ancrer dans la réalité, ensemble, nous sommes allés au mémorial de la Shoah à Paris et en Israël pour visiter le mémorial. There were simple people, neighbors or friends of Jews. May the memory of the victims of the Holocaust be engraved in our hearts forever. Honneur et émotion, car ce monument, unique en son genre, de la Manche, Et les rares survivants, ombres d'êtres humains, marchaient dans le désespoir et la faim, ne sachant pas où aller. Comment ne pas être honoré et surtout ému d'être invité, je devrais dire associé, à cette belle cérémonie d'inauguration du mémorial de la Shoah à Cherbourg-en-Cotentin, place de la République. Y a-t-il plus beau symbole? Mémorial qui traduit l'engagement de la Manche pour poursuivre et approfondir le travail de vérité et d'exigence engagé par notre pays avec le président Chirac pour regarder et assumer notre passé, étape indispensable pour affronter l'avenir avec sérénité. Ce mémorial, en gravant dans l'histoire, côte à côte, ces noms des victimes et des héros, remet de l'humanité dans l'histoire de votre département. C'est l'objet même du mémorial de Yad Vashem, institué dès 1953 par l'une des premières lois du jeune État d'Israël, né en 1948, d'honorer les victimes et aussi les héros, je veux dire les justes parmi les nations, portant en parallèle deux principes essentiels de la loi biblique ancestrale. Aux victimes, je leur donnerai dans ma maison et dans nos murs un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui ne seront jamais effacés. Et aux justes parmi les nations, parce que qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Monsieur Jouot, vous et vos collègues, vous avez fait découvrir à vos élèves que l'histoire, celle qu'on apprend à l'école, puis au collège, et encore ensuite à l'université, ce ne sont pas seulement des chiffres et des données froides et anonymes, mais aussi et surtout des histoires individuelles, des drames, et parfois des happy ends, pour des hommes et des femmes, des enfants ou des vieillards, pour lesquels l'autre pouvait être un prédateur fatal ou au contraire, parfois, une lumière d'espoir dans la nuit la plus sombre. En accompagnant vos élèves tout au long de ce parcours, du mémorial de la Shoah à Paris, à Yad Vashem à Jérusalem, vous contribuez à transmettre à notre jeunesse les valeurs essentielles de la vie, celles de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, qui ornent les frontons de nos bâtiments publics et distinguent notre pays. Dans quelques instants, les anciens collégiens du collège Gambetta, là encore, y a-t-il plus beau symbole républicain? Ces collégiens liront les noms des 99 hommes, femmes et enfants arrêtés dans ce département, rassemblés comme du bétail, déportés puis exterminés pour la seule raison qu'ils étaient juifs. Puisse cette lecture nous rappeler la fragilité de la vie et la nécessité de nous rassembler pour poursuivre la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et le fanatisme. Puisse également cette journée si particulière nous inciter, chacun à la vigilance sur nous-mêmes, en nous rappelant notre implication individuelle et notre responsabilité personnelle de chaque instant dans nos choix et dans nos actes. Je vous remercie. Vitali Albagli, 34 ans. Rachel Albagli, 25 ans. Michel Albagli, 4 ans.
Sarah Belzitsky, 47 ans. Erge Beller, 46 ans. Salomon Benaïm, 46 ans. Marie Bensoussan, 71 ans. Jules Bessis. 48 ans. Lazare Blostin. 54 ans. Jeanne Blostin. 28 ans. Marcel Blum. 47 ans. Léon Bobulesco. 52 ans. Armand Bobulesco. 20 ans. Rodolphe Bobulesco. 14 ans. Une journée qui se clôture au théâtre de Cherbourg, avec en première partie une chorégraphie de textes d'Elie Wiesel et de Primo Levi, avant le spectacle des Fleurs de Soleil de Simon Wiesenthal, interprété par Thierry Lhermitte. Vous, qui vivez en toute quiétude, bien au chaud, dans vos maisons. Vous, qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis. Considérez, si c'est un homme, que celui qui ne connaît pas de repos, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez, si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux. Jusqu'à la force de se souvenir. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y, chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-le à vos enfants. 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 Je m'appelle Simon Wiesenthal. Je suis né le 31 décembre 1908 à Boutchatch, en Ukraine. Je suis mort le 20 septembre 2005 à Vienne, en Autriche. Vous avez peut-être déjà entendu parler de moi. On m'appelait le chasseur de nazis. Avant la guerre, j'étais architecte. Après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, en 1939, j'ai été déporté. Thierry Lhermitte, vous étiez à Cherbourg lors de l'inauguration de ce monument mémorial de la Shoah de Cherbourg. Vous aviez d'ailleurs eu l'occasion de jouer sur scène pour clôturer cette journée magnifique. Que vous inspire le travail effectué par cet enseignant qui, depuis 9 ans, a impliqué ses élèves de la maison d'Anne Frank à Jérusalem, à Yad Vashem, pour être à l'origine justement de ce travail de mémoire qui est essentiel dans cette région de Cherbourg? C'est fantastique parce que c'est une région où j'ai appris qu'il n'y avait pas de communauté juive à l'époque. Donc, comment dire, cette impulsion de transmission de mémoire, elle a été faite par un professeur du lycée. C'est fantastique. Et moi, ce que je trouve fantastique, c'est de mettre en avant les justes qui ont sauvé des juifs à cette époque-là, en montrant leur héroïsme. Voilà. C'est des gens qui savaient ce qu'ils risquaient pour sauver d'autres êtres humains, des juifs en l'occurrence. Et donc, la mémoire de ceux qui ont été déportés, la mémoire des héros qui en ont sauvé. C'est vrai que de le mettre en relation tout de même sur le même mémorial, avec d'un côté ce qui a causé le manque d'humanité qui a été à l'origine de la disparition de ces 99 déportés, et en face, cette lumière d'humanité, ces 36 justes parmi les nations qui ont été à la hauteur de ce que l'on peut espérer, tout simplement, de l'humanité. Ah oui, ce serait formidable, et ça devrait... c'est un exemple fantastique, et tout d'un coup, je me dis, mais tiens, ça aurait dû être un petit peu partout comme ça.
Parce que, déjà, se souvenir des déportés, c'est indispensable, mais se souvenir des justes aussi, de ces héros. Parce que si on dit, c'est normal d'avoir sauvé les gens, alors dans ces cas-là, si c'est normal, qui est un héros? Non, c'est pas normal, tout le monde est lâche. Non, il y a parmi la population générale, voilà, il y a des gens exceptionnels qui méritent d'être cités. Donc, non, c'est tellement facile de dire, parce qu'eux ne disent « je n'ai fait que mon devoir ». Oui, ok, qu'ils disent ça, eux, ils voient ça comme ça, mais c'est ça leur héroïsme, c'est de penser que ça n'est que leur devoir. C'est ça qui les rend héroïques par rapport à l'ensemble des gens qui ont autre chose à penser ou qui ont peur, tout simplement. Voilà, et qui pensent au bonheur de leur famille avant celui des opprimés. Vous l'avez signalé vous-même, il n'y avait pas de communauté juive, il n'y a pas de communauté juive encore aujourd'hui à Cherbourg, et pourtant il y a ce mémorial. Ouais. Souvent, et je pense que là il y a vraiment un point à travailler en profondeur dans notre société, on a l'impression que le travail de mémoire autour de la Shoah ou doit être effectué par les Juifs, pour les Juifs, alors qu'en réalité, c'est un travail qui est orienté vers l'ensemble de l'humanité, de la société, sans faire cette distinction. Je suis bien d'accord. Et en plus, si la Shoah avait été le dernier génocide du XXe siècle, ça aurait été formidable. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas. Donc, il y en a eu depuis, et il y en aura malheureusement certainement d'autres après. Donc, la mémoire de cette horreur fondamentale, elle doit pas être oubliée, enfin, elle doit être maintenue. Je dirais, c'est pas possible d'oublier ça, parce que aucun génocide, mais celui-là qui est chez nous, qui s'est passé chez nous, dans lequel il y a encore des survivants, des enfants de survivants, des enfants de bourreaux, mais c'est pas possible de l'oublier. Donc, pour ne plus que ça arrive, ou que ça arrive moins, on est obligé de maintenir cette mémoire vivante, parce que le temps fait effacer tout ça. C'est ça qui me semble être important à transmettre. Voilà. Thierry Lhermitte, on ne pouvait pas vous attendre sur ce sujet. Et pourtant, lorsqu'on voit la pièce, on est pris par l'émotion, par votre émotion. Le récit est haletant, passionnant. On est emporté par la réflexion de Simon. Je voulais vraiment vous remercier pour cet échange et me tourner finalement vers tous nos téléspectateurs aujourd'hui pour leur envoyer la question de Simon Wiesenthal. A-t-il bien fait? A-t-il eu raison de ne pas pardonner? Aurait-il dû pardonner? Est-ce que nous aurions pardonné? Est-ce que nous pouvons le faire? Un sujet qui ne trouvera peut-être certainement jamais de réponse totale et définitive, mais en tout cas un sujet passionnant pour les êtres humains que nous sommes, pour la société que nous voulons avoir demain. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.